Adrien Rano voyait paraître à l'automne 2021 son livre La révolution du magazine au Québec, poétique historique de la revue moderne de 1919 à 1960 aux éditions Nota Bene. Le groupe de recherche et d'études sur le livre au Québec, le GRELQ, a la chance de le compter parmi ses collaborateurs et donc il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions pour présenter ce nouvel ouvrage. Adrien Rano est professeur adjoint en études françaises et francophones au département d'études langagières et au département d'études françaises de l'Université de Toronto. La révolution du magazine au Québec est sa deuxième monographie. La première de l'amour et de l'audace, femmes et romans au Québec dans les années 1930, avait reçu le prix Gabriel Roy et le prix Relève Étoile Paul Gérin-Lajoie du FRQSC. Alors, Adrien, pour commencer, pourrais-tu nous expliquer d'où te vient cet intérêt, toi, en tant que chercheur en études littéraires, donc, pour le magazine comme objet de recherche? C'est une bonne question, merci Caroline. C'est toujours difficile de synthétiser les différents moteurs d'une recherche et d'un livre par conséquent, mais je dirais qu'il y en a deux. La première, on le sait depuis plusieurs années, particulièrement pour le 19e siècle, et on commence à le savoir pour le 20e siècle, les rapports entre presse et littérature sont fondamentaux. Il y a une étroitesse de ces rapports, de subordination, de complémentarité, parfois même de concurrence. Au 19e siècle, la littérature québécoise n'existe pas sans les périodiques. Et au XXe siècle, même si on assiste à une autonomisation du milieu éditorial littéraire et une vie vraiment, vraiment dynamique, ces rapports-là demeurent encore. Donc, je voulais éclairer ces rapports entre presse et littérature qui sont visibles dans les journaux, dans les quotidiens, à partir du cadre du magazine. Et ça m'amène au deuxième point qui touche peut-être plus au cas de la revue moderne. Ça part d'une insatisfaction de ma part. La revue moderne est constamment présente dans l'histoire littéraire au Québec. De 1920 à 1960, on la retrouve dans une note de bas de page, dans un chapitre, mais il n'y avait aucune synthèse historique et proprement poétique qui permettait de saisir à la fois l'ampleur du geste que représente l'édition d'un magazine comme celui-ci pendant 40 ans, et une étude qui, en même temps, permettrait d'aller en profondeur dans les pratiques journalistiques qui y cohabitent, dans les plumes qui s'y retrouvent, dans les mutations qui s'opèrent d'un numéro à l'autre, d'une année à l'autre, et donc c'est ce qui a motivé l'écriture, la recherche et l'écriture de ce livre. Parfait. Et puis, la révolution du magazine au Québec, donc, comme l'indique le titre, montre comment un périodique mensuel, la Revue moderne, change le paysage culturel et littéraire au Québec. Donc, pourquoi ce magazine est-il si marquant, finalement? Donc, les magazines sont vraiment fondamentaux, et lui particulièrement parce que la Revue moderne va se définir littéraire sur 3 points. Et c'est ça qui le rend tout à fait marquant et central, je pense, dans la vie littéraire de la première moitié du XXe siècle. D'abord, le magazine se dit dans son discours éditorial revue littéraire. Donc cet ethos du magazine comme produit de la littérature nous dit quelque chose qu'il faut aller regarder un peu plus du côté du discours éditorial et de la manière avec laquelle ça va se traduire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le nombre de personnes du monde littéraire qu'on y retrouve. Et ça, c'est fascinant. Des hommes et femmes de lettres, des éditeurs, des éditrices, des intellectuels, parfois associés plus à un champ plus restreint de la vie culturelle. Donc, ces personnes-là disent l'attractivité de la revue moderne et le degré de légitimité que cette revue, que ce magazine-là avait pendant 40 ans. Et c'est pas inutile de rappeler, par exemple, que Gabriel Roy va faire ses premières armes dans la revue moderne avant Bonheur d'occasion. La troisième chose, c'est que dans le magazine, on retrouve énormément de littérature. Il y a des romans, il y a des nouvelles, il y a des pièces en anacre, il y a beaucoup de poésie. Donc le magazine est aussi un support de production de la littérature, à la fois concurrent et complémentaire avec le livre. Donc l'éthos littéraire, le personnel qui s'y retrouve, le fait qu'on y retrouve de la littérature à proprement parler, permettait de penser que ce magazine-là est central et qu'il est plus qu'un témoin de la littérature, il en est véritablement un acteur. Acteur, donc, et maintenant, pourrais-tu nous présenter justement les grandes lignes ou les grandes étapes de l'histoire d'abord et peut-être de la poétique, donc un peu plus précisément de la revue moderne? C'est 40 ans, c'est toujours très difficile à résumer, mais on peut quand même tabler sur quelques moments assez charnières. Évidemment, la revue moderne naît en 1919, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, on est dans la querelle entre régionalistes et exotiques, et Madeleine,
femme de lettres extrêmement célèbre à l'époque, décide de créer cette revue pour réunir un peu tout le monde. Le titre de l'éditorial inaugural, c'est « S'unir pour grandir ». Et Madeleine cherche à faire deux choses. D'abord, une revue proprement littéraire et intellectuelle, avec des grandes plumes qui réfléchissent, qui pensent la littérature, le monde de demain, et en même temps une partie plus féminine. Et c'est ce que François Ricard disait dans un article resté célèbre, il y a deux revues en une dans la revue moderne, une revue littéraire et un magazine féminin de grande consommation. Ça va rester comme ça pendant les années 20 et les années 30. La partie littéraire, intellectuelle et la partie féminine vont mutuellement se compléter, parfois se manger. Et dans les années 40, c'est vraiment la revue littéraire et féminine qui émerge. Littéraire et féminine dans le sens où il y a vraiment un équilibre qui se trouve, à la fois dans les productions et dans les signatures que la revue moderne rassemble, et en même temps dans sa volonté de servir à un lectorat féminin qui est énormément demandeur de ce type de choses-là. Ça va se poursuivre jusqu'en 1960, et Maclean Hunter rachète la revue moderne à ce moment-là. Ça en fait Chatelaine, qui va continuer à avoir cette vision à la fois proprement littéraire et en même temps féminine. Et on peut dire que donc la revue moderne Chatelaine a plus de 100 ans aujourd'hui, ce qui en rend ce qui est assez exceptionnel pour un périodique au Québec. Absolument. Si tu avais à partager un constat, une découverte qui t'a soit franchement surpris ou un petit peu déconcerté au fil de tes années de recherche, ce serait quoi? Il y en a énormément. Quand on lit l'intégralité de la collection comme je l'ai faite, il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais la chose qui m'a le plus marqué et qui constitue d'ailleurs le dernier chapitre, c'est cette importance pour le magazine de se servir d'une rhétorique de l'intimité et de l'affect. Le magazine est un mensuel, donc il touche pas vraiment à l'actualité ni aux événements au jour le jour, et donc il a besoin de constituer sa matière d'information, sa matière littéraire d'une autre manière. Et il a besoin aussi de s'adresser à des lecteurs, et particulièrement des lectrices qui cherchent dans le magazine un moment de divertissement, un moment d'instruction, un moment de consommation, puisqu'il y a énormément de publicité. Ce besoin-là passe notamment par le recours dans le discours éditorial global et ensuite micro, à une rhétorique de l'intimité. On cherche à construire une amitié, à montrer qu'on fait une communauté imaginée de lecteurs et de lectrices et de producteurs et de productrices. Et c'est pas anodin de retrouver dans les années 20 et les années 30 le courrier des lectrices, qui s'appelle d'ailleurs le Petit Salon, au dire de leurs directrices, Madeleine et Marjolaine, et de retrouver dans les années 50 une chronique comme Confidentiellement de Michel Tisser, donc l'animatrice de télévision, entre 56 et 59, une chronique qui cherche vraiment, encore une fois, à matérialiser un lien entre les lectrices, les producteurs-productrices et le support du magazine. Donc ce discours de l'intime, il est majoritaire et il mériterait d'être, je pense, revu de façon plus globale puisqu'il continue encore dans les magazines actuels. Tout à fait. En terminant, j'aimerais te poser une dernière question. Une question que tu soulèves toi-même dans l'ouvrage. Donc, le magazine aujourd'hui est-il toujours un objet littéraire? Là encore, une belle avenue de recherche, mais moi je vois au moins deux choses qui me semblent intéressantes pour cette question du rapport entre littérature et magazine. D'abord, le personnel qui s'y retrouve. C'est pas anodin de voir que plusieurs écrivains et écrivaines vont aller écrire encore pour le magazine. Je pense il y a quelques années, au moment où elle faisait paraître La déesse des mouches à feu, à Geneviève Peterson, sous le pseudonyme de Madame Chose, dans Chatelaine. Je pense aussi à Chloé Savoie-Bernard, poétesse et nouvelliste, qui écrit pour les magazines féminins. Et ça se voit du côté aussi anglophone, avec par exemple Margaret Atwood du côté canadien-anglais. Donc, ces écrivains et écrivaines viennent avec des thématiques, avec des pratiques qui leur sont propres, et ils viennent distiller de la littérature dans le magazine, qui n'est pas uniquement un objet de consommation. Il y a vraiment du divertissement, de l'instruction, et parfois une sorte de rêverie ou d'échappatoire offert par le matériau littéraire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça peut être un peu galvaudé, mais puisqu'on est dans le galvaudage, restons-y quand même. On a toujours recours de nos jours à cette expression du storytelling. On raconte des histoires, on accorde de l'importance au narratif. Mais le narratif, il innerve le magazine. On fait paraître des reportages, des histoires vraies. On fait paraître des entretiens, des personnes qui racontent une histoire. Et dans ce sens, le magazine vient prendre un certain nombre de clichés, de stéréotypes qui remontent à il y a un siècle ou 2 siècles. Donc, pour moi, le magazine reste encore un objet de la littérature, un objet qu'on peut s'approprier par les outils des études littéraires. Et il y a encore des liens de complémentarité énormes,
tant sur le point de vue culturel, économique et légitime, entre la littérature et le support qu'est le magazine de grande consommation. Adrien Rano, donc, je te remercie pour cette présentation de ton nouvel ouvrage, La révolution du magazine au Québec, qui est apparu, je le rappelle, aux éditions Nota Bene il y a quelques mois.